Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le Facebook Innovation Responsable. Nous sommes en direct tout au long de la journée de cet événement Oser l'économie. Vous le savez, c'est le rendez-vous de la rencontre et de l'intelligence artificielle et collective en territoire. Nous avons abordé les thèmes de la santé tout à l'heure et nous basculons sur un autre thème primordial, l'agriculture 4.0. Les acteurs du secteur de l'agriculture ont été les premiers à être confrontés aux aléas climatiques et ont été les premiers à s'y adapter. Ils ont su innover, modifier leurs pratiques, inventer des dispositifs, des outils, les aidant dans cette compréhension complexe des transitions à venir et dans leur mise en œuvre. Alors quelles sont les innovations? Que montre la prospective pour le secteur? Quelles sont les anticipations nécessaires et quels sont les outils pour une agriculture pérenne? Nous allons en parler avec nos invités qui sont autour de la table. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Il y a tout d'abord monsieur Thierry Lahaye de l'unité de méthanisation AgriFields. Monsieur Lahaye, bonjour, vous pouvez prendre le micro. Bah, c'est un petit réflexe à avoir, oui, mais on va le prendre. Merci d'être là. On fait le tour également avec monsieur Florian Christ, à l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Monsieur Christ, bonjour. Bonjour. Bonjour également à monsieur Christophe Dessert, directeur client territoire Est de GRDF. Merci d'être avec nous. Christophe Dessart, bonjour. Dessart, excusez-moi, j'ai mal articulé, Dessart, on va y arriver. Et puis nous avons également sur notre plateau, notre dernier invité, c'est monsieur Stéphane Paco. Bonjour monsieur Paco, directeur plateforme méthanisation Ensaya Université de Lorraine. Alors j'ai une première question pour monsieur Lahaye, donc de l'unité de méthanisation AgriFields. En quoi l'utilisation des sols a-t-elle évolué ces dernières années? Alors oui, donc bonjour à tous. Alors effectivement, donc je suis Thierry Lahaye, je fais partie d'une unité de méthanisation. Alors, donc le but de cette unité aujourd'hui, c'est de produire du gaz qui va être injecté en fait dans le réseau de distribution de la ville de Chaumont, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matières organiques principalement produites soit sur nos exploitations ou des exploitations extérieures pour à peu près on va dire 90-95% des produits que l'on passe dans notre méthaniseur. Donc le but c'est de faire fermenter ces matières et de produire du gaz. Alors comment on est arrivé à la méthanisation? Et c'est là en fait, le point qui nous rallie avec en fait, l'utilisation des sols aujourd'hui, c'est-à-dire que avec nos collègues, donc moi je suis associé avec 4 autres producteurs, tous agriculteurs, éleveurs, avec quand même une tendance céréalière. On s'est dit qu'à un moment notre système peut-être arrivait un peu peut-être à saturation entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'était pas voué il était trop dépendant déjà d'un facteur qui nous est très important pour produire des céréales, qui est l'azote. Et alors pour produire mieux, on a voulu se comparer à d'autres systèmes, notamment des systèmes allemands, parce qu'on parle souvent, on dit voilà, les Allemands réussissent bien dans un autre contexte économique, etc. Alors, on a essayé de se comparer et on est arrivé à la conclusion qu'eux réussissaient aussi particulièrement bien et économiquement aussi parce qu'ils utilisaient beaucoup de matières organiques pour nourrir leur sol et afin de nourrir la plante. Ce que nous on a oublié de faire, c'est-à-dire qu'on a recours pour cette alimentation du sol à des engrais chimiques en fait. Voilà. Et donc on a commencé par faire venir finalement des fientes ou des choses comme ça, de production très éloignées. On allait en chercher en Hollande ou voilà. C'était pas très cohérent. Donc on s'est dit à un moment, si eux peuvent le faire, nous on peut produire aussi chez nous. Et donc on est arrivé à la méthanisation comme ça, c'est pour la matière. Une fois que la matière est passée dans le méthaniseur, elle devient ce qu'on appelle du digestat, donc une matière digérée. Et on peut la restituer au sol. Alors ça c'est pour planter un peu le décor en fait de notre projet actuel. Et pourquoi on est arrivé à faire de la méthanisation chez nous? C'est par souci de l'alimentation du sol. Voilà. Monsieur Dessert, concrètement une question, la méthanisation est-elle au service de la transition énergétique? Bien, vous voyez que par la réponse qu'on vient d'avoir, oui mais pas seulement. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe et aujourd'hui je crois que c'est ce qui caractérise notre monde. Le monde énergétique ne peut pas résoudre ces simples problèmes simplement par les problèmes énergétiques. De même que le monde agricole, par rapport aux problématiques qu'il a aussi devant lui, va avoir accès à d'autres sphères telles que l'énergie. Et donc la méthanisation a été une des solutions pour vous pour pouvoir faire que les installations soient pérennes, les installations agricoles soient pérennes et qu'elles puissent continuer dans le temps. Donc la méthanisation est effectivement une des réponses à la transition énergétique et en l'occurrence nous-mêmes en tant que distributeurs de gaz, nous avons l'ambition que 100%
du gaz qui circule dans les réseaux soit vert en 2050, et donc c'est au travers de nombreuses installations telles que l'installation d'Agriphil que cela sera possible. Donc oui, la méthanisation est une réponse à la décarbonisation souhaitée par les citoyens et les pouvoirs publics, et nous le souhaitons nous aussi, nous l'encourageons au travers de cela pour avoir 100% de gaz vert dans nos réseaux en 2050. Alors vous venez d'en parler, mais comment vous travaillez concrètement avec le monde agricole ? Alors en fait, on travaille concrètement avec l'ensemble de l'écosystème, donc c'est bien sûr le monde agricole, c'est aussi les citoyens, c'est aussi le monde politique. Donc de manière très concrète, eh bien, on se rapproche des porteurs de projets, des chambres d'agriculture, pour regarder où est notre réseau de gaz, puisqu'il faut que l'installation puisse injecter dans notre réseau de gaz, et puis où sont les potentiels d'intrants, et donc où les potentiels de méthanisation peuvent se situer. Alors, nous avons aussi, puisqu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, la possibilité de calculer le réseau tel qu'il serait le réseau idéal de gaz de demain. Donc ça, c'est un problème compliqué. Donc au travers d'équations avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à déterminer quel est le réseau de gaz de demain. Mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut de l'intelligence collective à côté de l'intelligence artificielle pour discuter entre nous de là où le réseau sera le mieux implanté. Puisque vous avez des problématiques du monde agricole qui peuvent être différentes d'un territoire à un autre, suivant qu'on est avec des céréaliers ou des éleveurs, les effluents ne sont pas les mêmes, les problématiques des sols ne sont pas les mêmes. Donc face à ce monde complexe, nous on met simplement au service du monde agricole pour essayer d'optimiser, de trouver le réseau le plus optimal pour pouvoir accueillir le maximum de gaz vert dans nos réseaux. Monsieur Stéphane Paco est également autour de la table. Vous êtes directeur plateforme méthanisation à l'ENSAIA Université de Lorraine. Alors une question, Monsieur Paco, quel est votre regard scientifique justement sur l'utilisation des terres ? L'utilisation des terres va en jouer un rôle particulier, surtout ce qui concerne la captation du carbone, mais pas la terre en elle-même en fait, parce que la terre toute seule n'a pas de valeur si on ne la lie pas à la photosynthèse, si on ne la lie pas à l'eau, si on ne la lie pas au flux. Donc la question qui se pose par rapport à la captation de carbone, c'est que le CO2, qui est le carbone, je dirais, que l'on utilise, que ce soit pour faire de l'énergie, pour faire de l'alimentaire, etc., le dioxyde de carbone est vraiment la molécule mère. Et il ne faut pas se tromper sur son effet de gaz à effet de serre et son effet aussi aujourd'hui obligatoire pour notre propre vie. Maintenant, il suffit de comprendre entre deux molécules de carbone, celle qu'on a au départ via la photosynthèse et celle qu'on a à la fin quand on va fermenter tous nos déchets, et ben, c'est quoi son trajet? C'est lors de son trajet qu'il y a à travailler. Et notamment quand on comprend le système, quand on remet du carbone dans le sol via les digestats, je dirais que ce n'est pas la fonction carbone qui est l'essentiel, ça va être plutôt la fonction fertilisation, la fonction amendement, tel qu'il a été décrit précédemment par M. Lahaye. Alors, Monsieur Paco, quelles sont, par rapport aux pratiques, doivent-elles être revisitées jusqu'où, justement? Complètement. Et justement là, le point fort de la filière méthanisation, c'est qu'on sort d'un concept très étriqué de l'agronomie. On réouvre toutes les questions et on réinvente plein d'itinéraires techniques. Et à ce sujet-là, l'école d'agro de Nancy n'est pas là pour donner des recettes, elle est là pour mettre en évidence des relations carbone-sol, carbone-plante, vitesse, tous ces apports de réflexion qui vont permettre à chacun, en fonction de son territoire pédoclimatique et autres, d'adapter des réponses scientifiques qu'on peut avoir à travers des programmes de recherche. Parce que autour de la question de la méthanisation, autour de moi, il y a beaucoup de très très bons agronomes. Alors j'ai une question un petit peu collective pour vous tous, messieurs. En quoi l'utilisation partagée et raisonnée des sols est-elle un sujet majeur pour l'avenir? Qui a envie de répondre? Ouais, alors juste pour rebondir et puis pour un peu finalement concrétiser ce qui vient d'être dit, hein, et pour compléter un peu les propos, si on prend notre cas aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il faut rapidement se poser la question. Tout à l'heure, il y a eu une conférence sur laquelle on expliquait qu'il y a aujourd'hui au niveau mondial, on a 3% des sols finalement disponibles, hein, si on enlève les forêts, les espaces urbanisés, évidemment les océans, les montagnes et des choses comme ça, pour nourrir toute la planète. Donc, quand on consacre une partie en fait, des productions à la production d'énergie, on arrive en concurrence avec l'alimentaire, ce que les États regardent quand même d'un seul œil, parce qu'il faut quand même conserver une certaine indépendance alimentaire, c'est quand même le propre de l'agriculture. Comment se passe l'équilibre entre les deux? Alors, justement en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en consacrant finalement, on va utiliser pour la méthanisation déjà ce qu'on appelle des cultures intermédiaires. Donc,
Alors essayer autant que faire se peut de ne pas rentrer en concurrence avec les cultures alimentaires. Malgré tout, il faut regarder en fait les systèmes dans leur ensemble. Si effectivement on se consacre sur une rotation ou une parcelle avec sur une année et la vocation qu'on va lui donner, c'est-à-dire qu'elle aille sur de l'alimentaire ou pas, tout ça peut être critiquable, on peut l'entendre. Par contre, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été soulevé là, par les agronomes, c'est que quand on met en place une méthanisation sur un système céréalier, c'est mon cas, on peut modifier nos rotations. Alors modifier nos rotations, ça veut dire qu'il y a tout un tas de bienfaits qui peuvent être par exemple l'économie d'intrants. Alors on modifie nos rotations. Si c'est mon cas, par exemple, je fais une cive, ce qu'on appelle une cive, hein, une culture intermédiaire à vocation énergétique, donc qui va être dédiée à la méthanisation. Et derrière cette cive, je vais planter par exemple un soja qui lui va partir sur l'alimentaire. Mais tout ça, ça va se passer sur un cycle, une année. D'accord ? Ça veut dire que en fait, sur mes 2 années, je vais avoir 3 récoltes. Dont une qui va aller sur la méthanisation. Et ça va sécuriser la deuxième culture que je vais mettre derrière, qui peut être le soja, qui elle part dans l'alimentaire. Finalement, sur mon système global, la concurrence avec l'alimentaire va être quand même assez réduite, quoi. Malgré qu'il y ait encore une part de cultures qui sont dédiées à mon méthaniseur et qui vont permettre en fait de rendre le système plus durable et environnementalement plus cohérent. C'est-à-dire que je vais économiser de l'engrais, mais je veux surtout économiser des pesticides, des désherbants. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur nos exploitations avec mes associés, la méthanisation s'est vraiment imbriquée dans notre système, nous permet certaines choses pour mieux valoriser nos sols, certes, mais aussi pour être plus performant au niveau de l'environnement. Et on va jusqu'à y réfléchir. On a commencé à faire des cultures sans intrants, sans pesticides. Et pour notre cas, et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la méthanisation va nous permettre aussi, pourquoi pas, de passer une partie ça va être notre cas, une partie ou la totalité de nos exploitations dans des systèmes bio, 0 intrants. Parce que déjà et d'une, on a une sécurisation de revenus au travers de la méthanisation. Et aussi par le fait que, en fait, on va pouvoir trouver un débouché à la valorisation du système bio, dans lequel il faut à un moment laisser son sol se reposer, souvent mettre une légumineuse ou quelque chose. Cette légumineuse, on va pouvoir la valoriser au travers d'un système méta. Monsieur Désert, vous souhaitez réagir ? Oui, parce qu'effectivement, il peut y avoir un débat de concurrence entre à quoi servent les terres pour l'énergie ou pour l'alimentaire. Alors, malheureusement, il y a des exemples en Europe, et on peut en parler en Allemagne. Le système allemand, il y a des sols entièrement dédiés à des cultures qui sont dédiées que pour l'énergie. Et donc on a même inversé le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des unités de méthanisation et qui cherchent des terres pour cultiver, pour pouvoir mettre du maïs dans le digesteur. C'est pas du tout le modèle que l'on développe en France. Je dis on parce que c'est en association avec le monde agricole et l'énergéticien que nous sommes, GRDF, qui est, comme vous l'a très bien expliqué Monsieur Lahaye, plutôt un écosystème global et donc une culture qui ne va pas servir à l'alimentaire et qui va donc, in fine, pouvoir être servie pour l'énergétique. On voit bien qu'elle a d'autres intérêts également pour le sol, pour que le sol puisse se régénérer. Il faut bien voir que si on revient à l'état de la nature n'a pas pour but qu'il y ait des sols marrons 7 mois de l'année sans culture. Normalement, ça n'existe pas. C'est artificiellement qu'on a créé ça dans notre monde agricole. Je parle un peu à votre nom, mais c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Or, aujourd'hui, on a une tendance, qu'expliquait M. Paco, c'est de revenir à ce que les sols soient couverts le plus longtemps possible. Puisque un sol couvert, c'est un sol qui va garder de la biodiversité, c'est un sol qui va se régénérer, il y a une partie du carbone qui va rester dans le sol, et on peut utiliser une autre partie du carbone, la partie qui est au-dessus du sol, pour utiliser, dans un méthaniseur pour faire de l'énergie. Mais on voit bien que ce n'est pas des cultures qui sont dédiées à l'énergie, c'est simplement dans l'écosystème de l'agriculture qu'il y a une opportunité pour une certaine matière, une certaine biomasse, qu'on doit produire beaucoup plus, pour ne pas laisser les sols comme ça à l'air libre simplement. Cette biomasse produite de manière plus importante qu'on ne l'a produit aujourd'hui peut être de façon vertueuse utilisée pour produire de l'énergie. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour ou l'autre, toutes ces actions soient harmonisées au niveau européen? Parce que vous le disiez, il y a pas mal de différences avec l'Allemagne notamment. Est-ce que c'est possible d'harmoniser et de faire tous ces changements au niveau européen, Monsieur Paco? Oui, par rapport au niveau européen et par rapport à l'Allemagne, on oublie de dire que l'Allemagne a été sur un modèle maïs pendant très longtemps et depuis 2 ou 3 ans, l'Allemagne a revisité son itinéraire et je dirais la stratégie allemande et la stratégie française sont en train de converger. Donc oui, on peut répondre favorablement à ça. Et par rapport à ce qui vient d'être dit aussi, j'aimerais ajouter le fait que demain,
l'agriculture devra produire de l'énergie, devra produire l'alimentaire et devra produire les produits biosourcés. Et qu'il faut aujourd'hui s'habituer à penser dans ces termes-là. Et je pense que le terme agriculture 4.0, je trouve, il est bien approprié. Parce que si on agrandit un petit peu le débat, on se rend compte qu'il y a un modèle qui s'appelle After 2050, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui prend le système, je dirais, dans l'autre sens, où on va partir de l'assiette. Et de l'assiette, on va remonter sur les besoins en surface. Et on se rend compte qu'à la fin, il n'y a plus de débat à avoir entre compétition énergétique, biosourcée ou alimentaire. Il y a ce qu'il faut. C'est juste une gestion globale du système. Alors Monsieur Florian Christ, justement de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, la méthanisation, est-ce qu'elle peut être considérée comme un agent facilitateur pour la mise en place d'un système encore plus bio qu'actuellement ? Le bio est un label, mais en dehors de ça, plus respectueuse et plus cohérent dans les systèmes d'exploitation, je pense que oui. Pour la simple et bonne raison que si, donc j'ai entendu mes collègues parler tout à l'heure, donc il n'y en a aucun qui a parlé de fermes dédiées à la méthanisation. Et justement, on a même décrié ce modèle-là. Il faut bien que les agriculteurs, dont je fais partie, parce qu'avant je suis aussi agriculteur éleveur, et du coup, il faut bien que les agriculteurs ils dimensionnent leurs méthaniseurs pour valoriser ce qui est présent autour sur leur territoire. Par exemple, avant de cultiver des cultures intermédiaires ou avant de cultiver des cultures tout court, on va déjà valoriser ce qui est présent et ce qui se dégrade naturellement. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui a des matières organiques résiduelles. Donc des matières organiques résiduelles, en gros, c'est le gazon qui est pourri, c'est les effluents d'élevage qui sont stockés au champ qui pourrissent, c'est les usines qui vont emmener des choses en station d'épuration alors qu'elles n'ont rien à y faire. Et du coup, la méthanisation en France, elle est partie de là, à la base. C'est-à-dire qu'avant de cultiver pour faire de la méthanisation, on va regarder autour de nous, on va regarder tout ce qui pourrit et tout ce qui dégage des sucres en l'air. Et en fait, c'est ça qui fait de la pollution dans la couche d'ozone. Et derrière, la méthanisation va juste s'intégrer dans ce cycle du carbone pour prendre les matières en putréfaction et en faire de l'énergie. Et ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que derrière, ces matières en putréfaction, en plus, dans le méthaniseur, elles font de l'énergie, mais ce qui va en ressortir, justement, ça va être du digestat qui va être épandu sur les terres. Et c'est ce digestat-là qui est intéressant pour les systèmes d'exploitation. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire revenir des matières organiques qui n'ont pas destination, vocation forcément à retourner au sol, mais qui par le biais du méthaniseur peuvent retourner au sol. Du coup, si on prend le système de la ferme en entier, historiquement les fumiers allaient déjà au sol, mais aujourd'hui on peut avoir les fumiers qui retournent au sol et on peut avoir encore des matières plus élaborées, des restes de table, des résidus de céréales qui viennent des industries agroalimentaires. Et tout ça, en gros, on va augmenter la totalité des matières organiques qui vont venir au sol. Donc le but étant de convertir un petit peu l'ensemble des agriculteurs à devenir des méthaniseurs. Je pense que tout le monde ne peut pas être méthaniseur pour la simple et bonne raison que toutes les fermes ne sont pas déjà dimensionnées, structurées humainement pour pouvoir tout faire. Il faut combien justement de personnel par exemple autour de vous pour vous aider au quotidien ? On dit souvent qu'un méthaniseur, il faut 2 à 3 personnes en permanence toute l'année pour le faire tourner. Et ensuite, il y a également une problématique de taille, c'est-à-dire qu'un tout petit méthaniseur est viable uniquement s'il est très simple. Et du coup, très simple, c'est seulement avec certains types de gisements. Et du coup, ce qui se passe globalement, c'est qu'il y a souvent plusieurs fermes qui se réunissent pour monter des méthaniseurs collectifs ensemble. Est-ce que vous avez des aides justement, c'est une question que je me pose un petit peu personnellement, pour tenter de vous convertir justement à la méthanisation ? Est-ce qu'on vous aide au niveau local, au niveau régional ? Alors aujourd'hui, je peux peut-être continuer. Moi, en ce qui me concerne, oui, alors les aides, on les trouve au niveau de l'agence de l'ADEME, ça peut être ce cas-là. Alors après, on les trouve aussi, nous on les a trouvés auprès de la région Grand Est, tout simplement. On a aussi le GIP sur la Haute-Marne, Bure-Saudron, qui est là aussi pour être facilitateur des gens qui ont envie d'investir dans des territoires. C'est important parce que aujourd'hui, si je prends un territoire comme la Haute-Marne, donc je ne suis pas dans le même cas que Florian, avec une zone où il y a plus de densité de population, nous c'est vraiment plus éclaté. Il y a 180 000 personnes sur le département. Alors les gisements dont parlait Florian, on les prend aussi, nous on recycle des oignons, on fait des choses comme ça qui sont déclassées, qui jusqu'alors partaient en fait au champ, mais sans être passés pour nous donner un peu de gaz, donc ça revient un peu au même. Mais oui, on a cette vocation dans la société à recycler aussi, ce qui est important, quoi. Voilà. Et par rapport
J'ai perdu le fil. Peut-être juste avant, Monsieur Désert. pour compléter votre propos par rapport à cela, ce problème économique il est très important. On parle d'aide et on doit, je pense, tous ensemble aller avoir une cible, c'est que le système dans lequel nous sommes en train de rentrer de méthanisation doit être autosuffisant, y compris d'un point de vue économique. C'est-à-dire que le coût de l'énergie produite, plus les externalités positives à côté, il est très important de les rentrer. On a parlé d'engrais qui revenaient dans le sol, on a parlé d'emploi, on a parlé... Tout ça, c'est des choses qui apportent de la valeur au territoire. Donc l'ensemble de tout ça doit permettre à la fin d'avoir un système qui est équilibré. Donc on ne peut pas vivre, même si aujourd'hui pour le lancement de la méthanisation, qui en est à ses débuts, il est important qu'il y ait des aides qui puissent vous aider, comme ça a pu vous aider, comme ça aidera d'autres agriculteurs. Mais il est très important qu'on tous, on aille dans un sens, c'est de faire en sorte que le système s'équilibre économiquement et que même la qualité et les recherches que l'on fait fassent que le coût de production du biométhane s'abaisse au coût du gaz naturel tel qu'il va être dans quelques années. Et donc on aura ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est que demain la production de biométhane dans nos territoires ruraux sera au même prix que le gaz naturel qui pourrait arriver des autres pays. Donc on diminuera aussi nos importations, on sera moins dépendant de l'étranger et donc c'est vers ça qu'il faut converger. Donc oui, le système des aides est une question aujourd'hui, mais il doit très vite ne plus être une question, on doit tous se polariser pour être économiquement stable. Si je peux me permettre de compléter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est important aussi par rapport à nos territoires et nos territoires ruraux, c'est qu'aujourd'hui, pour faire vivre ces territoires, il faut trouver aussi des agents un peu, des gens qui veulent investir économiquement dans ces territoires. Et je peux vous assurer qu'un territoire comme le mien, aujourd'hui, vous regarderez, on a des baisses de démographie, etc. Trouver des gens qui ont envie d'investir plusieurs millions d'euros dans ces territoires, mis à part les agriculteurs, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et comment donner envie justement aux gens d'investir? Donner aux gens envie d'investir, c'est continuer un système de soutien à l'installation en ce qui concerne la méthanisation, pour faciliter en fait l'émergence du plus grand nombre de méthaniseurs possible, avec toutes les vertus au niveau de l'agronomie que ça peut avoir, mais aussi de sécurisation des économies des exploitations agricoles. C'est ce qui est important. Ça va permettre aussi pourquoi pas de susciter des vocations. Vous parliez du bio tout à l'heure, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est moi le fait d'avoir mis un méthaniseur, je vous le dis clairement, la réflexion sur l'agriculture biologique, je ne l'aurais pas eu sur mon exploitation s'il n'y avait pas eu de méthaniseur. C'est clair, net et précis, parce qu'à un moment, on est dans un système, alors là je fais un peu de politique, mais on fait un peu d'agribashing régulièrement en ce moment, il faut le dire. L'élevage est quand même mis à mal en permanence. Nous, aujourd'hui, pour mettre un système bio, il faut qu'on trouve un débouché à la remise en herbe d'une partie de nos, en gros, je simplifie, de nos sols. Et la méthanisation, ça peut le faire. On ne va pas dire aujourd'hui, vu le matraquage qu'on fait sur la viande et ses débouchés aujourd'hui, on ne va pas aller dire à des jeunes qui s'installent forcément de les pousser à aller dans l'élevage, quoi. On va le faire pour maintenir le tissu, mais c'est plus compliqué. Alors si ça peut être une solution. Donc vous voyez, il y a... Quand on parlait de système, c'est ça, la méthanisation aujourd'hui, on regarde tout ce qui tourne autour, ça permet aussi le maintien et le développement des territoires. Alors un tout dernier mot, vous souhaitez ajouter quelque chose parce qu'on va devoir se quitter dans les prochaines minutes? Juste peut-être, je vais me permettre sur l'utilisation des territoires, c'est là aussi on peut avoir une solidarité territoire entre l'urbain et le rural, puisque demain, qui aura besoin de l'énergie pour faire rouler des véhicules par exemple au gaz naturel? Ce sera les villes, ce sera les métropoles, mais elles pourront s'appuyer sur des territoires ruraux qui produiront cette énergie gaz renouvelable. Et pour cela, il serait souhaitable, et c'est en train de se faire, que des aménageurs, que des métropoles investissent dans une unité de méthanisation rurale pour bénéficier de l'énergie qui va être produite, pour bénéficier aussi de l'équilibre des territoires. Et les questions d'actualité aujourd'hui, d'équilibre des territoires, de qui habite où et comment, ce sera aussi un moyen de rééquilibrer les populations, de rééquilibrer l'emploi. Donc on voit que la gestion des sols, elle peut être vue aussi de manière très large dans la gestion du foncier. Et tout le monde sera gagnant et qu'au travers d'un petit sujet de la méthanisation, en fait, on regroupe un problème de société qui peut avoir une partie de la solution, il faut être humble, mais une partie de la solution peut se trouver au travers d'initiatives qui sont prises par les agriculteurs en ce moment et qui vont continuer pour qu'on puisse atteindre le plus rapidement possible les 100% de gaz renouvelable dans le réseau. Merci à vous, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci pour vos réponses claires et précises. On va faire une petite pause, messieurs, dames. On se retrouve à 13h avec un nouvel écosystème, les formations d'avenir à l'emploi de demain, l'intelligence artificielle au service de la personnalisation des parcours de formation avec le projet Métal. On fait une petite pause et on se retrouve aux alentours de 13h. À tout de suite.